Retour sur le plateau Equinox Soir, deuxième partie consacrée au débrief du journal. Nous sommes toujours en compagnie de Thomas Tanquet de la société civile. En face de lui, Jonathan Batengene, le sociologue. Et nous prenons tout de suite la direction de la région de l'Ouest pour ce sujet qui nous concerne. Quelques kilomètres, mais on va pas aller jusque dans le Noun. On va rester dans le département de la MIFI où nous attend Alphonse Aïssia Bena. Alphonse Aïssia Bena, vous avez suivi le journal de Cédric Nouflé avec cette annonce. Comment une femme peut être le cerveau de kidnapping de son propre enfant? Comment vous analysez ça? Oui, il faut rappeler que c'est légion. Et nous, on ne peut que condamner cet acte parce que cette femme met en péril la vie d'abord de sa progéniture. Vous savez, c'est aussi ces mariages souvent arrangés dans le Noun. Vous savez, il y a nos amis de la diaspora. On a dit que non, il faut toujours prendre une fille de Chaussoir, il faut toujours revenir au bercail avec le multiculturalisme. Oui, Alphonse, il est parti. Voilà, Thomas Tanquet, sur cette situation, comment vous comprenez ça? C'est tellement risible et puis je voudrais comprendre que cette femme, cette pauvre dame, c'est un acte de désespoir. Elle est porteuse d'un enfant, elle est mère d'un enfant, et cet enfant a un parent, a un père, et comme elle dit, le père est trop chiche. Moi, je pense que elle s'est laissée emporter par quelque chose qu'elle n'a pas contrôlé, oui. Et ça va peut-être la rattraper, mais dans le même temps, il faut la comprendre. Elle bénéficie de circonstances atténuantes, selon vous? C'est possible, je ne sais pas, mais c'est possible. C'est un appel aux hommes. Est-ce qu'il n'y avait pas un autre moyen de pouvoir, entre guillemets, prendre un peu d'argent il est possible au père de l'enfant que de penser au kidnapping? On pourrait aussi dire qu'elle a épuisé toutes les méthodes possibles pour que le père, son enfant prennent en charge leur progéniture et elle n'a pas réussi. Vous savez, il y a des hommes tellement difficiles, leur rôle c'est de faire les enfants disparaître. Quand bien même il faudra réclamer la paternité, la paternité commence par une responsabilité dès le bas âge. Lorsqu'on a un enfant, on a le devoir de s'occuper de lui. Quelle que soit la distance qui vous sépare de votre enfant. Mais si cette jeune dame, elle est arrivée jusqu'à ce point, j'ai l'impression que c'est en désespoir de cause qu'elle a monté ce coup foireux pour faire en sorte que le papa puisse enfin prendre ses responsabilités et peut-être encadrer l'enfant qu'il a laissé au Cameroun avant de voyager. C'est triste, mais les hommes sont légion. Et puis, elle a été courageuse de garder son enfant. Il y a souvent d'autres filles qui sont enceintes des hommes qui ont voyagé. Elles se disent que ce monsieur ne pourra pas remplir ses responsabilités. Qu'est-ce qu'elles font? Elles jettent l'enfant. Ou alors elles tuent. Mais je crois que celle-là, c'est mal fait. La justice se chargera d'elle. Mais peut-être pourra-t-elle bénéficier d'une circonstance atténuante, qu'on fasse peut-être que les services sociaux prennent cette affaire en main et exigent ou alors contraignent le père de cet enfant à prendre entièrement ses responsabilités pour qu'elle ne tombe plus, ou elle ou quelqu'un d'autre ne puisse plus tomber sous le coup, n'est-ce pas, de cette folie. Jonathan. Oui, on a affaire à une situation... Un phénomène social, non? C'est un phénomène social, oui. Ça fait partie des phénomènes atypiques de la société camerounaise. On a de plus en plus un type de criminalité. Je crois qu'il y a quelque temps ici, on discutait d'un oncle qui a pris en otage, son propre neveu. Ouais. Et malheureusement, cette fois-là, c'est soldé par un crime. C'était du côté de Bonabéry. Donc, il y a des situations de plus en plus énigmatiques qui se produisent dans la vie quotidienne. Certainement, c'est dû à un cadre, c'est pas pour justifier, mais c'est pour comprendre l'ambiance générale, un cadre de paupérisation de la population et dans une société qui ne donne plus trop d'espoir en matière d'attractivité ou bien d'opportunités économiques. Les populations, malheureusement, se retrouvent dans des situations un peu à risque et où elles sont exposées à poser des actes qui pourraient davantage les rendre répréhensibles du point de vue de la légalité. Il faut noter que quand vous regardez les raisons que la dame évoque,
Elle dit que le père de l'enfant est chiche. Mais il faut comprendre que aussi, lorsqu'il y a des femmes qui sont des chefs de famille, elles ont des maris qui sont à l'étranger, mais ici au Cameroun, c'est elles qui s'occupent totalement des enfants sans pour autant compter sur le père de l'enfant. Donc, cette dame, elle pose dans un contexte de pauvreté un autre problème, c'est un problème de responsabilité vis-à-vis de nos progénitures. Lorsque une maman est désormais mère, est-ce qu'elle a mesuré avant de s'engager à devenir mère les implications de son action? Est-ce qu'elle se rend compte qu'il y a des implications économiques? Et quand elle prend suffisamment en compte cela, elle-même va prendre des mesures pour que ce genre de situation où elle dépend d'un individu ne soit pas aussi flagrant que dans cette situation-là. C'est malheureusement ce dans quoi elle est. Elle est dans une situation où elle était simplement en train de dépendre d'un individu, et quand la source de dépendance n'arrive plus à réagir comme espéré, elle pose donc des actes de désespoir. Ça, c'est ce qu'on pourrait comprendre, mais certainement, face au juge, parce qu'elle va passer devant un juge, il y aura d'autres éléments qui vont apparaître et qui vont lui permettre de lire la situation. Voilà, Alphonse Aïssi Abena, on a été interrompu tout à l'heure. Vous avez une autre approche sur ce qui s'est passé dans le département du Nord. Oui, c'est pour rappeler que, vous savez, avec la pauvreté, comme le rappelle notre panéliste, il faut autonomiser la femme. Raison pour laquelle la banque de la PME que le gouvernement camerounais a mis en place n'arrive toujours pas à décoller et à financer les PME. Vous savez que la région du Noun est une région agricole et les femmes ne trouvent pas toujours des occupations, des activités champêtres, raison pour laquelle il faut que ces femmes-là soient autonomes, soit elles doivent être autonomes, doivent être financées pour faire en sorte que la femme puisse écouler le ménage. Parce que dans un ménage, lorsqu'un élément n'a pas un pouvoir d'achat, ça devient difficile. On verse ainsi dans la facilité. Je crois que c'est plus par ignorance que cette dame a dû faire ce qu'elle apprend à son neveu. Raison pour laquelle nous, on ne peut que condamner cette et inviter tout le monde à l'effort. Parce que c'est après l'effort que vient le réconfort. Il faut dire non à la facilité, raison pour laquelle on invite aussi les médias à présenter toujours des personnalités, des figures féminines fortes qui ont réussi afin que les autres puissent suivre le pas. Lorsqu'on regarde nos médias, lorsqu'on regarde les médias occidentaux, c'est toujours le gain facile, c'est toujours l'argent facile, surtout qu'il y a toujours des arnaqueurs tout autour et les mauvais conseils qui poussent souvent des personnes de bonne moralité à verser dans des activités illicites et illégales. Raison pour laquelle on invite, on sait que c'est nul, mais il faut toujours garder une bonne moralité, avoir des comportements sains, parce qu'aujourd'hui, ce comportement est préjudiciable. La maman, qui va maintenant s'occuper de sa nourriture? Donc, c'est une question encore qui se pose. Est-ce que dans le Noun, il y a des maisons d'accueil pour des enfants en détresse, des enfants orphelins? C'est encore un autre problème qui est créé. Raison pour laquelle il faut véritablement lutter contre la pauvreté, parce que c'est uniquement la pauvreté qui peut entraîner ce genre de situation. On invite donc le gouvernement camerounais qui avait promis qu'il y aura la santé pour tous en l'an 2000. On invite le gouvernement camerounais qui nous dit que c'est à l'horizon 2037 que nous aurons l'émergence. Nous, notre génération, nous voulons déjà vivre cette émergence. Nous voulons plus vivre des situations critiques, des routes non entretenues, le manque de manque d'électricité, dont on ne demande que le minimum. Des moyens de base dans la pyramide de Maslow, nous sommes rien que premier échelle. Raison pour laquelle on invite le gouvernement à redoubler d'ardeur, à faire en sorte que la décentralisation soit effective, afin que les mairies aient assez de moyens pour autonomiser les femmes de l'arrière-pays des zones agricoles. Voilà, je reste avec vous. Ça, ce sera votre mot de la fin. Tout semble être prêt pour... on a vu dans le journal de Cédric Nouffelet tout à l'heure, le gouvernement, la rentrée, la reprise des classes pour ce qui s'agit, pour ce qui est des classes d'examen, c'est pour lundi prochain. Donc, vos propositions, vous regrettez un peu? Oui,
Oui, nous disons qu'il faut toujours scinder le Cameroun en 3 zones, renvoyer les élèves comme ça dans les villes où la contamination est en train de connaître une phase exponentielle, c'est très dangereux. Raison pour laquelle on a invité le Premier ministre à revenir, à remettre sur pied les restrictions, notamment la restriction numéro 6, 7, 8 et 9. Il faut rappeler que ces restrictions concernaient notamment l'ouverture des débits de boissons, une fermeture à 18 heures, l'interdistance, la distanciation sociale dans les transports en commun et un testing massif. Vous savez que notre association est dans une coalition, la coalition internationale contre le coronavirus. Dans d'autres pays, comme nos camarades à Abidjan, on a isolé, en Côte d'Ivoire, on a isolé la ville d'Abidjan. Parce qu'Abidjan peut contenir le maximum des cas, 100% des cas se retrouvent à Abidjan. On pouvait faire la même politique, la même stratégie en confinant les villes de Douala et Yaoundé. Mais on a laissé toujours que les personnes se déplacent, raison pour laquelle les 10 régions aujourd'hui sont contaminées, mais pas au même degré. Et il faudrait maintenant passer à la phase préventive, comme en Madagascar, financer le Monseigneur afin que les enfants aient leur kit anti-Covid pour aller à l'école le 1er juin, progressivement jusqu'à la fin juin. Parce que les villes en zone verte, comme nous l'avons scindé, peuvent aller à l'école dès le 1er juin, mais les autres pourront suivre 2 semaines après. Donc, on va vers la prévention, on doit aller vers la prévention, financer Monseigneur Cléda, afin d'avoir des kits préventifs pour sa lutte contre le Covid qu'on va distribuer gratuitement aux élèves, aux étudiants, et maintenant, faire un testing massif ou un dépistage massif, libéraliser le testing avec les laboratoires d'analyse qui se retrouvent dans plusieurs villes, Douala, Yaoundé, Garoua, Bafoussam. Bafoussam, on n'arrive pas à tester, donc il faut libéraliser pour que le testing soit massif, accepter les tests qui viennent de toutes les personnalités, parce qu'on est véritablement là constaté qu'on a fait 20 000 tests. Pourtant, il y a des personnalités qui ont fait don des tests. On doit accepter les dons qui viennent de toutes parts parce que c'est une crise sanitaire. Nous sommes dans une guerre contre un virus très violent. Okay. Donc, on doit faire cette union sacrée, baisser la garde avec nos guerres intestines et politiques afin de briser le coup au coronavirus. C'est le coronavirus notre seul ennemi afin que le Cameroun puisse se relever et sortir de cette situation qui s'annonce peut-être problématique. Voilà, merci. C'était donc Alphonse Aïssi Abena qui intervenait depuis Bamendi. Nous sommes là dans la ville de Bafoussam, région de l'Ouest du Cameroun, président de la FOCACO, Fondation camerounaise des consommateurs. Thomas, tant que on a vu, le ministre s'est déployé. Oui. Les choses sérieuses vont reprendre lundi. Oui. On a vu également le ministre de la Recherche scientifique distribuer les gels et tout ça. Oui. Bon, ça veut dire que le gouvernement ne va pas dire décider, mais les cours reprennent lundi. Vous êtes déçus? Oh non, pas du tout. J'ai dit d'entame que je n'étais pas concerné. Du moins, en ce qui concerne mes enfants, moi. Comme on dit... Avec tout ce que vous avez vu là, ça ne vous rassure pas? Ça ne me rassure pas du tout. Je suis désolé, ça ne me rassure pas. C'est mon point. Vous avez vu les images du lycée Leclerc, les bacs d'eau là? Est-ce que le lycée Leclerc se trouve à Banganté, se trouve à Essazok, ça se trouve, je ne sais pas quoi, à Menganga et consort? À Batchenga? À Batchenga, non. Voilà un exemple palpant. S'il vous plaît. Moi, je crois que l'échantillon n'est pas le lycée le général Leclerc, encore moins d'autres lycées EP de Douala ou de Yaoundé. Comme on dit, le vin est tiré, il faut le boire, mais je ne bois pas de ce vin. Je suis désolé. Je ne bois pas de ce vin. Pourquoi? Parce que je l'ai énoncé depuis le départ. Je souhaite que, comme l'a dit le correspondant de Bafoussam, qu'on taise toutes nos querelles et qu'on regarde à cet ennemi commun qui est entré chez nous sans demander notre avis. On ne lui a pas donné un visa. Et s'est introduit dans toutes les familles, dans toutes les sociétés. Que l'on soit d'un bord ou de l'autre, il n'y a personne qui peut se prévaloir d'être à l'abri de cette contamination. On a beau épiloguer, le gouvernement ne recule presque jamais. Je n'avais jamais vu le gouvernement camerounais prendre une décision, aussi impopulaire qu'elle soit, et revenir sur sa décision. Je suis désolé. Je ne voudrais pas dire que cette décision est impopulaire. Charles l'a dit tout à l'heure. Mais je crois
j'ai l'impression que on a livré nos enfants à ce qu'il a appelé un génocide. Comment là? Il a appelé un suicide. Charles a dit, c'est un appel au suicide collectif des familles. Oui, je le cite. C'est un appel au suicide collectif. Il faut bien qu'on se rende compte. Non, il ajoute des familles. Parce qu'il a dit que le petit qui va à l'école, il a ses grands-parents. Nous sommes des Africains. On vit avec nos grands-parents. Les parents sont là. Tout à fait, tout à fait. Alors, maintenant, si on l'a constaté ainsi, quelles sont les dispositions qu'on a prises? Parce que le correspondant de Bafoussam m'a dit tout à l'heure, toutes les aides sont les bienvenues. Je crois que le Covid, enfin la Covid ou le Covid, appelons-la n'importe comment, c'est même une bénédiction pour le Cameroun pour enfin faire table rase de tout ce qui peut nous séparer et faire front commun. Mais alors, quand il y a des aides, je voudrais aussi... Le président l'a dit dans son discours du 9, l'union sacrée. L'union sacrée. Mais dans le même temps, certaines personnes bien placées, je ne veux pas les citer ici, s'obstinent à vouloir penser que tant que l'aide viendra d'une personne pour laquelle on ne voudrait pas entendre le nom prononcé, alors on n'acceptera pas. Cher Serge Alain, supposons que vous soyez en train de vous noyer quelque part. L'eau vous entraîne. Moi, je suis sur la berge. Qu'est-ce que je dois prouver à l'humanité pour te tendre une main, pour vous tendre une main salvatrice? Accepteriez-vous cette main en ce moment-là? Seriez-vous en train de refuser cette main tendue? Mais je ne pense pas. Nous avons besoin de tous les efforts, de faire donc cette union sacrée pour combattre et vaincre ces virus. Cela est possible. Tant que nous serons en train de faire ce travail en rang dispersé, en discriminant les uns par rapport aux autres, je crois que nous serons toujours en train de nous enfoncer. Ok. Voilà, on va repartir. Nous restons à Douala, mais en dehors de ce plateau. Charles Mangamouyeme, vous avez suivi le journal. Selon les images qu'on a vues, le lycée Leclerc est prêt. Vous avez dit dans votre première partie que beaucoup de gens donnent l'impression que le Cameroun, c'est limite à Douala et Yaoundé. Je dis Douala et Yaoundé, je parle du centre-ville. Oui. Parce que même à Douala, parcourir cette ville, aller regarder certaines écoles, certains établissements scolaires, c'est des trous. C'est des trous à rats, privés comme publics. Vraiment, ne nous mentons pas. Je ne cesse de le répéter. Le coronavirus est en train d'amener des personnes qui ont l'habitude de défendre la gouvernance actuelle à faire des révélations. La première révélation a été que on ne peut pas confiner les Camerounais parce que à 80% ils vivent au jour le jour. Alors, nous avons une bonne gouvernance qui fait que plus de 80% des Camerounais vivent au jour le jour. C'est noté. Aujourd'hui, on nous dit les bulletins scolaires ne sont pas fiables. Les livrets scolaires ne sont pas fiables plus qu'on puisse s'appuyer dessus. C'est pour ça que je vous dis qu'on ne passe à l'école que quand il y a des crises pour envoyer nos enfants se faire trucider en route. Parce que si des enseignants en 2020 qui font des délibérations chaque année et depuis des années, viennent vous dire aujourd'hui que les livrets scolaires, les bulletins scolaires ne sont pas fiables, qu'est-ce qu'ils remettent en cause? C'est pas le système éducatif. Tout à fait. Voilà donc des gens qui sont en plein dedans et qui remettent leur système en cause et qui disent que ce système marche. Ça, c'est les effets du coronavirus. Je voulais aussi dire à Jonathan, quand il met sur la même balance des parents qui laissent les enfants aller au marché, mon cher Jonathan, au Cameroun, comme ailleurs, le travail des enfants est interdit. Mais l'école est un droit. Le parent qui envoie son enfant travailler au marché est hors la loi. Et c'est son choix à lui. Mais ne me mettez pas, moi, parent, devant un cas de conscience. L'école va commencer lundi. J'estime que mon enfant ne l'envoie pas à l'école. Et je me trouve dans une situation où j'ai l'impression que j'ai refusé l'école à mon enfant. C'est dans cette situation que nous nous trouvons. Donc, tout ce qu'on est en train de donner, je vais aller vite, lycée Leclerc, lycée Georges, etc., qu'on garde ça très bien.
comme on tient à faire les examens, que ça serve donc à préparer les examens. Moi, ma proposition est organiser les centres d'examen est plus simple que de refaire une rentrée. Parce que si des gens sont au centre d'examen du lycée Jos, par exemple, on peut délocaliser jusqu'à Petit Jos, Mongo, Joseph, tout ce qu'on veut. On peut même faire des salles de classe d'asthmatiques pour leur éviter de mettre des masques à 4 ou 5 dans une salle. Ça, c'est gérable pour les examens si on prend le temps de le faire à partir de maintenant. Alors, qu'on réduise la durée des épreuves et la durée des examens. C'est-à-dire qu'on se dit BP, c'est 3 jours. Alors, pendant ces 3 jours, chers Alain, ma proposition, c'est que on compose le lundi par... Et il y a un couvre-feu pour tout le reste de la population jusqu'à 17h, jusqu'à 16h. Il n'y a que les élèves et les transports qui circulent. Ils vont aux examens, ils reviennent, ils ont les uniformes. Pour les candidats libres, on va trouver une solution, on va leur donner des badges, je ne sais pas quoi. Mais couvre-feu, la police veille. Les enfants vont tranquillement composer. Ils sont les seuls à circuler avec les enseignants et tout le corps administratif de l'école. Le mardi, on saute le mardi, on laisse les gens faire le marché, jusqu'on dit qu'on vit au jour le jour. Mercredi, on revient, on fait d'autres épreuves et on emmagasine suffisamment de masques pour qu'après chaque épreuve, on puisse changer de masque. Et le matin, quand les élèves arrivent, je vois on distribue de l'eau. Oui, on leur donne une bouteille d'1,5 litre d'eau minérale à tous au Cameroun. Je dis dans tout le pays. Et comme tout ça, à contribution. Ils ont l'habitude d'entrer au fin fond pour faire des bureaux de vote. Maintenant, c'est quelque chose de beaucoup plus important, c'est l'éducation. C'est beaucoup plus important que les élections. Alors qu'on mobilise tout ce monde-là, qu'on mette de l'eau à disposition, de l'eau pour se laver les mains, de l'eau à boire, 1,5 litre à chaque élève le matin, quand il arrive, on lui donne sa bouteille d'eau minérale. Il compose jusqu'à midi, 13h. Il rentre tranquillement, on lève le couvre-feu pour le reste de la population et le lendemain, il se repose, il revient le jour d'après. La semaine d'après, on fait un autre examen, etc. Ça, c'est des choses qui peuvent être gérées. Voilà. Mais s'il vous plaît, de grâce, moi, je suis parent. C'est un sujet où on ne se fait pas. Si je ne suis pas là, mes élèves n'iront plus à l'école parce qu'il n'y aura personne pour leur payer les études. Donc, en danger par le touchement des enfants. Voilà. Il faut y réfléchir, il faut arrêter cette machine, différer ça, préparer les examens, fixer les examens en août, les préparer tranquillement, mobiliser l'armée qui distribue les dons spéciaux du chef de l'État et tout ça. Tout ça peut être mis en branle pour que les centres d'examen soient prêts. La dernière chose, c'est qu'il faut des primes spéciales pour ces enseignants. Tous. Il n'y a pas eu FENASCO cette année. Cet argent, nous le payons chaque année dans la scolarité. Quand je dis qu'on ne parle pas de l'école en période normale, c'est plus de 50 000 de pensions. Moi, je paye plus de 50 000. L'argent de FENASCO, qui ne s'est pas tenu, qu'on puise dedans, c'est une fédération qui a beaucoup d'argent. Il n'y a pas eu FENASCO qu'on puise dedans pour payer le nouveau surveillant dans les salles, parce qu'il faudra des bénévoles, et pour payer les enseignants. Très bien cette année, parce que c'est une année particulière, ils se mettent en risque. Voilà ma proposition. Au lieu de commencer une école inutile, à partir de lundi, qui ne servira à rien, qui n'apportera à rien. Les élèves n'ont pas décroché, M. Jonathan. Les élèves ont 3 mois de vacances chaque année, je ne pense pas qu'ils décrochent. Les parents irresponsables qui laissent les enfants décrocher, ça c'est leur problème. Ne nous mettez pas à leur rythme. Voilà, merci. Il s'appelle Charles Monge-Mouyeme, consultant en marketing et communication. Il s'est défini comme parent profane des questions d'éducation. C'était sa contribution. Jonathan Batengene. Il est allé sur... On va terminer avec vous. Tout à fait. Charles est allé sur un modèle de société d'abord en disant qu'en recusant ce qui est la réalité, disant qu'effectivement la réalité était imparfaite et que c'était une société qui méritait d'être ménagée. Mais plus tard, il a pris un élément de l'imperfection et a dit il ne faudrait pas considérer que ce soit une réalité de la réalité qu'il a pourtant décrite. Non. C'est vrai que le travail des enfants est une infraction pénale, mais seulement ça se pratique, c'est sous le régime, on peut dire, de la tolérance administrative.
dans nos villes, la ville de Douala actuellement que nous connaissons bien, c'est une ville où vous avez 70% de ces enfants qui ne vont pas à l'école, qui sont dans les marchés. Et pour ceux qui ne sont pas dans les marchés, ils sont dans les quartiers. Qu'est-ce qu'ils font dans les quartiers? Ils jouent au football, ils s'embrassent. Après un but? Après un but, Ils s'embrassent? Ça se passe. Accolade. Effectivement. Après un but. Mais ils vous disent, même lorsque vous leur rappelez il faut la distanciation, ils vous rappellent que le corona entre eux, les jeunes, c'est pas dangereux. Ça veut dire qu'ils prennent des risques déjà à la maison. Ce n'est pas pour dire que c'est normal, mais c'est pour dire que voilà une réalité, une donnée qui nous montre que ces jeunes ont déjà des comportements à risque. Mais maintenant, dans quel milieu ils les ont? Est-ce que c'est dans un milieu où c'est profitable pour leur développement personnel? C'est pas sûr. C'est pas sûr. On propose de revenir pour 1 mois d'école, le temps de remettre, parce que beaucoup d'enfants, vous avez, Charles, vous avez des enfants que vous avez mis en condition pendant ce temps, mais il y en a beaucoup qui n'ont pas été en condition. Ça, c'est vrai. C'est durant cette période qu'ils vont retrouver le chemin et retrouver le goût de l'apprentissage. Ils vont se remettre au travail et les examens vont venir trouver des enfants qui sont dans les mêmes conditions de préparation. C'est aussi ça. Maintenant, dire que parce que ces enfants vont arriver à l'école, c'est là où ils vont ramasser, ils vont être infectés de coronavirus, mais c'est potentiellement, c'est vrai. Ce n'est pas totalement vrai, c'est potentiellement vrai. Okay. C'est pourquoi c'est sur cette potentialité qu'il faut jouer, minimiser le risque. Merci. Minimiser le risque. Pour moi, les communautés urbaines, et je pars sur la proposition de M. Aïssi, les communautés urbaines des villes où le corona est en train de sévir doivent mettre les moyens pour limiter la transmission du virus en interne. Merci Jonathan Batengene d'être venu. Merci à vous également Thomas Tanquet. C'est un plaisir. Merci, c'était un plaisir également pour nous, partager. Merci à Alphonse Aïssi à Bénin qui intervenait depuis Bamindi à Bafoussam. Merci à Charles Monguet Mouyame, quelque part dans la ville de Douala. Bonsoir les élèves des classes d'examen.